Allez. Monsieur Claude Vial. Présent. Monsieur Pascal Horry. Présent. Madame Marie Farah. Présent. Monsieur Bernard Bourgi. Oui. Madame Florence Tessier. Présente. Monsieur Frédéric Oscar. Présent. Madame Elisabeth Moulin-Royon. Oui. Monsieur Louis Gaucher. Présent. Madame Joëlle Gomez. Présent. Monsieur Marcel Follet. Présent. Monsieur Guy Maucanson. À donner pouvoir à Claude Vial. Monsieur Alain Bonnefort. Présent. Monsieur Jean-Pierre Juré. Présent. Madame Pascal Guy Forissier. À donner pouvoir à Madame Moulin-Royon. Madame Louisa Colombo. Présente. Madame Maria Bonavent. Présente. Madame Géraldine Vincent. Monsieur Jean-Pierre Malin. Oui. Monsieur Sébastien Arnaud. À donner pouvoir à Loulou et a été se mettre au lit. Madame Jennifer Calinade. Madame Pauline Bourget. Monsieur Michel Béal. À donner pouvoir à Bernard Bourgi. Pardon. Monsieur Pierre Chénet. Présent. Monsieur André Lesvel. Madame Suzanne Fourré. Monsieur Jean-Philippe Granger. Présent. Monsieur Patrice Ferrard. Présent. Monsieur Yvon Valère. Présent. Et Madame Béatrice Drevet. Alors, sur les arrêtés pris en délégation du conseil municipal, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. Je pose une question. Est-il possible que je la pose maintenant? Si elle est sur les arrêtés, oui. Non. Sur les arrêtés. Alors, à ce moment-là, vous donnerez la parole en fin de conseil. Avec plaisir. Oui, merci. Moi, je peux les arrêter. Je ne sais pas qui c'est la personne, Jean-Luc, merde. Jean-Luc Maire. Ouais. Ben, c'est un locataire qui a pris l'appartement 5 avenue de Verdun. C'est un peu de commune, non? Ah, pas du tout. Ah, c'est un peu. Enfin, privé, c'est un mec normal, quoi, lambda. Bon, vous le connaissez sans doute quand même, parce que si vous ne le connaissez pas, il est actif dans les associations, et il est présent à Gala, il est donc, c'est en plus un Orécois connu, enfin connu de quelques-uns, je peux le confirmer, voilà. Autre question? Merci. Sur le compte-rendu du conseil municipal précédent, les remarques? Je considère qu'il est approuvé. Alors, en ouverture de séance, je souhaite vous faire part de la démission de M. André Lesvel. Alors, par lettre datée du 7 février, lettre commandée avec accusé de réception. Je suis le gré de vous informer par la présente de ma démission immédiate du conseil municipal. Cette décision est motivée principalement par mon déménagement, puis l'ensemble des éléments que nous avons abordés lors de notre entretien, donc il parle d'un entretien avec moi, le 15-12-2016. Je vous laisse le soin de contacter le ou les colissiers qui me suivent dans l'ordre de la liste, Renouveau Orécois, pour me remplacer aux côtés de Suzanne Fourré. Je suis à votre disposition pour vous communiquer tout renseignement qui pourrait être utile à l'avenir et vous prie de recevoir, Monsieur le maire, mes salutations les plus respectueuses. À chacun d'interpréter le contenu de la lettre. Moyennant le fait qu'on ait reçu cette lettre le 7, nous avons immédiatement pris contact avec la personne qui suivait sur la liste. Alors nous avons, comme il se doit, bien sûr, transmis immédiatement la démission du conseiller municipal André Lesvel à la préfecture, puisque le préfet doit être tenu informé. Et nous avons procédé et pris contact avec Madame Eliane Javel, ici présente dans la salle, pour lui faire part du fait que le précédent sur la liste avait démissionné. Donc, Madame Javel, donc j'avais fait une lettre en date du 8, pour dire que M. Lesvel avait démissionné et que, suivant les articles du Code électoral, elle devenait, avec effet immédiat, conseillère municipale. Voilà.
Madame Javel m'a fait passer aujourd'hui, 9 février, en mairie, on va dire en main propre. Hein. Je viens de prendre connaissance de la démission de M. André Lesven le 8 février. Le suivant sur la liste, le nouveau Récois, est appelé à siéger au sein de l'Assemblée communale. J'ai le regret de vous faire part que je ne pourrai pas exercer cette fonction compte tenu de mes obligations familiales. À ce titre, je vous présente ma démission. Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'assurance de mes respectueuses salutations. En dépit de ma démission, j'apporte tout mon soutien moral aux élus de ma liste. Signé Eliane Javel. Voilà. Ce qui veut dire que donc, dès demain, puisque ça c'était cet après-midi, nous contacterons le suivant sur la liste, qui pourra être mis en place au prochain conseil municipal. Voilà. C'est clair pour chacun? Très bien. Ce qui veut dire que pour ce soir, M. Lesven étant officiellement démissionnaire, nous ne serons que 28 à voter. Une deuxième petite info que vous avez dû lire dans la presse, suivre dans l'actualité locale. Donc je vais la traduire de manière simple, mais je peux là aussi, on peut parler autour de ça. École élémentaire d'Aurec-sur-Loire. Alors, on a fait aujourd'hui un mail de confirmation de ce qu'on avait fait à M. Semeraro, directeur d'académie, pour que ce soit clair et puis que les parents d'élèves en disposent, puisqu'ils souhaitaient pouvoir s'appuyer sur ce qu'on avait fait, les rendez-vous qu'on avait eus et les échanges qu'on avait pu avoir. Monsieur l'inspecteur d'académie, pour faire suite à l'entrevue du 25 janvier 2017. 25 janvier 2017, donc c'est une entrevue qu'il y a eu entre moi-même, Madame Tessier et... J'ai dit une bêtise? 2016, pas 2017. 25 janvier 2017. Ah, j'étais juin, pardon, j'étais... Non. Avant même que les décisions soient affichées, on a dans la tradition d'aller faire le point régulièrement avec le directeur d'académie, et en particulier avant que les décisions officielles soient affichées, parce que c'est souvent le meilleur moment pour discuter d'un certain nombre de choses avec lui. Donc on l'a rencontré le 25 janvier avec Florence. Alors, ce qu'on avait bien précisé et qu'on reprécise, parce qu'il semblerait qu'il y ait eu une ambiguïté lors de la commission qui s'est tenue pour parler de la fermeture de classes ici et ailleurs. On a 240 élèves, 247 à la rentrée 2017. Nous aurons 247 élèves Aurécois, complétés de 10 élèves issus des communautés de gens du voyage. Donc nous aurons à la rentrée prochaine, si on compte les 10 élèves issus des gens du voyage, 257 élèves. Ce qu'on a rappelé aussi au directeur de l'académie, c'est qu'il y avait un certain nombre de spécificités sur Aurec-sur-Loire. L'école accueille 4 élèves allophones. C'est pas un gros mot, hein, c'est des élèves qui ne sont pas de langue française. Et leur admission à l'école en milieu ordinaire suppose une implication assez forte de tous, et des enseignants en particulier, pour leur apprendre la langue. L'école élémentaire, comme on l'a toujours fait à Aurec et comme on a toujours eu le souci de le faire, parfois ça a été compliqué, accueille 8 enfants qui sont en situation de handicap et qui donc supposent des accompagnements particuliers, une aide particulière, et qui là aussi, s'ils sont scolarisés en milieu ordinaire, ça veut dire que c'est plus compliqué pour les équipes éducatives. L'école accueille aussi un certain nombre d'enfants qui sont des enfants placés en famille d'accueil, avec leurs spécificités. Hein. Voilà, donc on lui redit ce qu'on lui avait dit quand on l'a vu, que la 11e classe nous paraîtrait une mesure tout à fait adaptée pour soutenir ces situations particulières sur Aurec. Qu'en plus, ça intervient au moment où on est en train de lancer la réhabilitation de l'école publique, chantier de 2,5 millions de travaux, dans lequel d'ailleurs je rajoute qu'on dimensionne cette école avec et en tenant compte de la 11e classe, et que ça on ne changera pas quelles que soient les circonstances, parce qu'en fait on dimensionne l'école pour les 10 ans, 20 ans à venir, et pour être à même de recevoir les élèves, même s'il y a des variations comme ça. Voilà.
Alors, je rajoute, en dehors de ce mail officiel au directeur d'académie, que bien sûr on a reçu les parents d'élèves pour indiquer qu'on était à leur côté dans leurs actions. Et je pense que le Conseil n'aura pas de mal à s'y associer. C'est un état naturel que de défendre ces écoles. Au-delà de ça, on l'a évoqué aussi avec les parents d'élèves, il faut être conscient qu'on a eu une promotion d'une cohorte de 75 élèves qui a parcouru la maternelle, qui a parcouru l'élémentaire et qui maintenant parcourt le collège public. Alors que les cohortes, on va dire classiques, moyennes, sont plutôt d'une cinquantaine d'élèves. Donc cette cohorte, elle a conduit, dans les années antérieures, à passer de 9 classes à 10 à un moment donné, à 11 à un autre. Puisqu'en fait, elle a fait cet effet d'accordéon et de... Voilà. Le cycle normal sur OREC, c'est une cinquantaine d'élèves. Ce qui veut dire que si vous prenez CP, CE1, CE2, CM1, CE2, 5 x 5, 250, une école en 250 et 300, c'est le dimensionnement d'une école sur OREC. Pour ça qu'on part plutôt, nous, sur un dimensionnement à 300, pour ne pas être coincé un jour, et manquer de salles. Ces salles, elles seront toujours utilisées, il y a toujours vocation à utiliser des salles quand elles sont conçues pour des enfants, aménagées de manière avec une très bonne accessibilité, etc. Donc il n'y a pas de souci. Mais le format de notre école, c'est plutôt 250. Et un format 250, c'est plutôt un format 10 classes. Il faut être assez clair là-dessus. Il faut avoir en tête une autre problématique, c'est celle de la maternelle. On s'est beaucoup battu, notre équipe s'est beaucoup battue, y compris beaucoup dans le mandat précédent, par admettre le fait qu'on accueille les 2-3 ans. C'est cet accueil des 2-3... Et à l'époque, c'était difficile, parce qu'on avait justement cette cohorte de 75, et l'accueil des 2-3 ans faisait des classes chargées pour les enseignants, mais on les a toujours accompagnés avec les ATSEM, avec un nombre d'ATSEM qui est plutôt supérieur aux autres communes. Mais quand même, là, les enseignants avaient une charge de travail assez considérable et un nombre d'élèves important. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'accueil des 2-3 ans, il n'y aurait pas la 6e classe en maternelle. Il faut être très clair. Donc cet acquis qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui, il faut espérer qu'il va se préserver dans les années à venir, qu'on ne touchera pas à cette politique qui nous paraît fondamentale, l'accueil des plus jeunes, en particulier dans une commune comme la nôtre, où il y a un certain nombre de familles monoparentales, où bon, si on veut avoir des femmes ou des hommes seuls qui puissent travailler, il est important qu'il y ait des structures d'accueil et d'accueil assez tôt. Donc ça a été une victoire pour nous, j'espère qu'on la gardera, parce que si on ne comptabilisait plus les 2-3 ans, de la même manière, on est sur le même cycle pour la maternelle, et la 6e classe serait en jeu. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Mais il faudra bien lire le programme des futurs candidats pour les élections de la présidentielle. Voilà, parce que ça suppose qu'il y a un maintien des 2-3 ans. Voilà. Donc on est dans le soutien aux parents, bien évidemment, dans le soutien aux enseignants, dans la défense des spécificités de nos écoles, dans le fait qu'il est important, au moment où on est en train de lancer un chantier fondamental pour l'école et pour les 20 ou 30 ans à venir, peut-être qu'on ne nous envoie pas trop de signes négatifs. Bon, donc on a évoqué cette durée de chantier. De ce côté-là, le directeur d'académie a eu l'air assez ouvert sur le principe de sanctuariser un peu l'école pendant cette durée-là, puisqu'on sait que pendant les durées de chantier, il y a parfois une baisse ponctuelle des effectifs scolaires, souvent qu'on retrouve à la fin du chantier. Voilà. Donc ce serait dommage que le chantier, en plus, puisse créer des tensions sur les termes d'effectifs. Parce que c'est vrai, c'est une période plus particulière. Voilà. Donc on est de tout cœur avec nos parents d'élèves, nos enseignants, et prêts à les accompagner aussi loin qu'ils iront, aujourd'hui et demain, pour défendre l'école publique. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ou... Je leur confirmerai le soutien du conseil municipal, à l'unanimité. Allez, on va attaquer l'ordre du jour. Alors, le premier point, bien s'en mettre
Alors, les biens 100 mètres, c'est un feuilleton à épisode, puisqu'on en avait parlé, ça devait être avant l'été dernier. Sur une liste de biens 100 mètres qui représente un peu plus de 5 hectares. C'est la première année où la préfecture nous aidait à faire ce travail. Travail qu'on a fait assez régulièrement sur Aurec et qui nous a permis, sur les années antérieures, de ramener dans le patrimoine de la commune assez régulièrement des parcelles, voire parfois des parcelles constructibles, voire parfois même des immeubles. Là, pour le coup, il s'agit de 5 hectares. Conformément à la démarche, il y a eu affichage pendant les 6 mois, affichage en mairie, affichage sur le terrain. On est maintenant sur la deuxième délibération. L'objectif, c'est d'approuver l'acquisition des terrains précités au titre de la procédure de bien 100 mètres. Voilà, et de me donner mandat pour que l'ensemble de ces terrains soit inscrit au patrimoine communal. Oui. Une question par rapport à ces articles. Pourquoi laisser, il n'y a pas de propriétaire enregistré dans la case? Pourquoi tout laisser? Il y a pas. Parce qu'ils ont dû oublier de faire un copier-coller qui s'appelle propriétaire inconnu, comme sur toutes les autres lignes. Un oubli. Oui, c'est des cases vides. Ils se sont fatigués à faire copier-coller, 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 copier-coller. Sachant que, de manière caractéristique, cette colonne n'est pas très utile parce que c'est des biens 100 mètres, donc ils sont tous inscrits au cadastre avec un propriétaire inconnu. Si le propriétaire était connu, ça serait pas un bien 100 mètres. Il n'y a pas d'introduction, quoi. C'est la seule qui existe. Ben oui. Voilà. Bon, donc là-dessus, est-ce qu'il y a des questions? Oui. L'acquisition, elle se fait à quel prix cette acquisition? C'est symbolique? Il n'y a pas de prix, c'est à nous, mais ça s'appelle une acquisition quand même. C'est une prise en propriété. Il y a des frais de notaire là-dessus. Ça se passe dans quoi? Non, il n'y a rien. Enfin, la commune devient propriétaire. Il n'y a pas d'acte notarié. Ah, d'accord. Il y a un constat, une inscription dans le patrimoine communal. Et il y a encore des délais de recours qui courent pendant 1 an, 2 ans. Enfin, c'est une procédure qui est longue, hein, donc il faut l'apprécier en tant que telle. Hein. Il y a recherche des propriétaires, il n'y a pas de propriétaires, il y a affichage sur les terrains pour que des gens se fassent connaître. En général, les gens qui se font connaître, c'est surtout dans un souci d'acquisition. Mais c'est rarement dans un souci d'être propriétaire. Mais par contre, c'est des voisins qui parfois d'ailleurs bénéficient déjà de la parcelle, sans en avoir forcément parlé à personne, et qui disent bah, finalement, nous, cette parcelle, elle pourrait nous intéresser. Mais pour le moment, ce n'est pas le sujet, puisque le sujet, c'est de l'incorporer dans le patrimoine communal, qui va donc grandir de 5 hectares supplémentaires. Et on va continuer, puisqu'on identifie assez régulièrement des biens 100 mètres. C'est pratiquement sur des parties posées, quoi. Ouais, la plupart, je crois que là, c'est des... On avait regardé à l'époque, mais c'est des trucs dans la nature, ouais, des pierres. Ouais, alors pas tous, il y en a au centre de certains villages, mais peu. Il y a quelques-uns qui... Voilà. On commence à avoir quand même un peu nettoyé, mais pour autant, on continue à en trouver. C'est bon là-dessus? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, pour ce qui est du personnel communal, donc, je vous demande d'approuver le plan de formation de nos personnels. Donc, les axes, vous les avez dans la note de synthèse. Renforcement de la sécurité et des conditions de travail, renforcement de la technicité, management. Alors, autour de ça, il y a bien sûr tous les CACES obligatoires pour la conduite d'un certain nombre d'engins. Oui. Il n'y a personne d'inscrit. Pardon? Une cassette, il n'y a personne d'inscrit. Mais il n'y a pas besoin d'être inscrit parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une ligne, les CACES, mais quand vous dites personne d'inscrit, systématiquement, on met à jour les CACES chaque année. Donc, le personnel, la liste du personnel chaque année, on regarde quels sont les CACES, est-ce qu'il y a une... Alors, il y en a eu récemment, j'ai plus, enfin plusieurs. Ceux qui doivent être renouvelés régulièrement sont renouvelés. Donc là, ce n'est pas la liste des personnes qui en bénéficieront. Non, mais le nombre de jours. C'est marqué jour.
Bah oui, c'est la formation qui dure. Ouais, là, il y a Ah, le nombre de jours de formation, ça dépend des cassettes. Bah, c'est selon les cassettes. Voilà. N'est-ce pas, Pauline? Ça dépend des cassettes. Ça peut pas aller de 3-4 jours à 1 jour pour certains trucs qui sont que... Cette formation correspond. C'est bon. Donc on a une formation classique, comme vous les voyez, hein, il faut se mettre au bout du jour, en général, en fonction... La plupart des stages sont des stages CNFP, donc on en est adhérent, mais ça permet de fonctionner dans de bonnes conditions. C'est pas vrai, par exemple, pour ce qu'on citait, pour les CACES, qui sont des formations spécialisées qui sont faites par un certain nombre d'organismes, comme les habilitations électriques, etc. Voilà. Donc, beaucoup sur la sécurité, bien sûr, hygiène, sécurité, beaucoup sur les mises à niveau dans tous les métiers, c'est important de rester au top, et puis, bien sûr, toutes les formations accompagnant les agents qui ont le souhait de passer des concours, de changer de grade, etc. Hein, donc, les formations d'ordre plus général. Des questions ? Les avis contraires? Les abstentions? Je vous remercie. Recrutement de personnel communal. Alors, nous avons à recruter un agent pour la restauration scolaire, 20 heures. Recruter un agent pour l'école qui est plus sur l'accompagnement, accompagnement ménage, mais plus sur l'accompagnement. Voilà. Et prolonger le contrat d'un agent employé au service des écoles. Des questions par rapport à ça? C'est les contrats CE, là, on voit bien le contrat CE. Tout à fait. Les avis contraires? Les abstentions? Bon. Est-ce que vous souhaitez commenter votre abstention? Chaque fois on en parle, on a déjà dit plusieurs fois, c'est vrai que ça coûte cher d'employer une personne, mais bon, c'est tous des petits contrats de codeurs. Pourquoi pas carrément 30 000 personnes? Ça, c'est vraiment 6 000 par jour. C'est vrai que ça va coûter de l'argent, mais au moins ça va vraiment impliquer. Que là, on forme, moi, j'estime, hein, c'est mon avis personnel, on forme une personne qui est sûrement très bonne, et ben, souvent le contrat, au bout d'un an ou deux, il s'arrête, on recommence avec une autre personne. Et ils font pas beaucoup d'heures, et ces gens-là, ben, ils sont quand même dans un précaire. Si toutes les communes font pareil, c'est vrai qu'on n'embauche pas personne. C'est vrai que ça coûte cher, d'accord, mais pour nous, c'est bien d'embaucher. Au moins, le gars, il peut faire des crédits, il peut s'installer, voilà. C'est la vie qui fait que on va en banque, si on a un contrat CAE, pour avoir un prêt, ben, le gars, on lui dit non, vous n'avez pas assez d'heures. Donc en fait, ce que vous souhaitez, c'est que les 8 à 10 agents équivalents temps plein qui sont en contrat aidé, on les transforme en titulaires. On ne peut pas faire les tous parce que c'est une fortune, mais peut-être essayer d'en faire un tous les 2-3 ans, au moins un an. Alors, la politique qui est menée par la commune d'Aurec, étant entendu que c'est un peu délicat parce que ça pourrait être très intéressant d'avoir un échange en nommant les personnes pour que vous vous rendiez sans doute un peu plus compte du travail qui est fait. La politique sur ces contrats aidés, d'abord, c'est une politique d'intégration. Donc, pour un certain nombre d'entre eux, eh ben, ils finissent titulaires. Certains, d'ailleurs, après, nous quittent. Donc, on peut citer des gens connus et partis, qui ont bouclé leur parcours, comme Stéphanie, et qui est partie de la mairie d'Aurec, technicienne, après avoir démarré sur un contrat aidé. Et comme ce n'est pas l'exception, si vous voulez, on pourrait en citer plusieurs autres qui travaillent dans les services techniques. Je ne sais pas s'il faut les indiquer leur parcours et que comme ça on se comprenne bien, mais ce que vous décrivez, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire pour une part de nos agents, on les a pris,
On a eu un chemin avec eux. Parfois, on les a aidés à se former par alternance, parfois à obtenir des diplômes, parfois à consolider ces diplômes. On les a aidés parfois à passer des concours de la fonction publique et on les a intégrés, pour une part d'entre eux, sachant que le nombre de titulaires à OREC n'augmente pas, stagne ou baisse. Après, pour une part de ces contrats aidés, on est vraiment dans de l'accompagnement de la personne, parfois dans des situations très particulières. Alors là aussi, je ne veux pas stigmatiser des gens, donc c'est des généralités. Par exemple, en France, si vous êtes atteint d'une maladie grave, on la cite comme ça souvent, des fois vous perdez même votre emploi. Et des fois même vous avez du mal à retrouver du travail. Donc parmi les personnels que vous citez, il y a des gens qui, grâce à des emplois qui vont durer 6 mois, 1 an et demi, se remettent d'équerre et visiblement intéressent très peu, voire pas du tout, les employeurs privés qui, sachant qu'ils sortent d'une maladie dans laquelle il peut y avoir des récidives, ne sont pas enclins, par exemple, à les employer. Et je vous certifie que c'est des exemples réels. Vous voulez venir voir dans le bureau, je pourrais vous en parler. On ne va pas mettre leur nom sur la place publique, alors qu'ils travaillent à la mairie d'Orec, certains, encore. Voilà. On accompagne aussi parfois des ruptures de vie tardives. Une personne qui a 3 ans de la retraite se retrouve complètement dans la rue, sa boîte a fermé, où il y a eu une rupture familiale. Et donc là, souvent, les contrats aidés les amènent, alors qu'ils avaient travaillé toute leur vie, les amènent de manière assez digne à pouvoir valoriser leur retraite. Donc je pense qu'on est loin de l'image que vous vous faites d'une mairie qui exploite les personnes. C'est pas ce que j'ai dit. C'est un peu ce que vous traduisez, parce que vous dites qu'il faudrait aider tout le monde vers l'emploi. Les contrats aidés, ils ont pour but, pour des personnes plus fragiles, d'arriver à se sédentariser. Après, on pourra avoir d'autres solutions, parce que, franchement, pour une partie de ces emplois, ça serait beaucoup plus confortable de consulter une boîte privée et de passer un contrat avec une boîte privée. Voilà. Simplement, à ce moment-là, on n'emploierait pas forcément des gens d'ici, quoique, il pourrait y en avoir. Mais ils ne seraient peut-être pas employés dans les mêmes conditions. Par exemple, aujourd'hui, franchement, il y a des boîtes qui savent très bien faire tout ce qui est ménage. Vous passez un contrat, c'est nickel, vous n'avez plus à vous soucier si la personne est malade, si elle est présente, si elle va bien, s'il faut lui apprendre quelque chose, vous payez, et je peux vous dire, c'est à peu près équivalent au contrat aidé. Parce que nous, il faut qu'on y passe du temps, parce que derrière ces contrats aidés, on a une collègue là qui au département travaille sur tout ce qui est l'insertion. Et donc derrière ces contrats aidés, il y a aussi des personnes en contrat d'insertion. Et soyez bien attentifs parce que vous pouvez vous-même, à des périodes de votre vie, être touché. Et avoir bien besoin de cette solidarité. Alors, là aussi, on nous inventera peut-être un autre système dans quelques mois, pour permettre à des personnes en état un peu plus de fragilité ou de difficulté de se réinsérer dans le travail. Moi, je peux vous dire que ceux qu'on prend à OREC, et ceux qui restent, c'est des gens qui ont soif de travailler. Et donc, tout à fait dignes d'intérêt et du fait qu'on les accompagne. Et des fois, quand on peut, vous verrez, je crois que tout à l'heure, il y a une délibération, je ne sais plus, où c'est... quand on peut, après, plaque, ça bascule sur la communauté de communes, ou ça bascule sur le pays, ou ça... Et puis d'un coup, ces gens, ils arrivent à se faire une trajectoire. Donc c'est plus complexe que vous dites. C'est pour ça que votre vote, il ne satisfait pas bien. Parce qu'humainement, je crois que le travail est fait. Et que vous devriez venir voir comment il est fait. Allez, donc on a délibéré. Hop. La création du nouveau régime indemnitaire. Alors ça, donc on avait failli passer, mais en fait il n'y avait pas eu l'avis de la commission au niveau départemental. Là l'avis a été donné, avis favorable, avis directeur, et donc moi je vous propose que nous instaurions, comme d'ailleurs la loi nous y oblige, le nouveau régime indemnitaire. Je pense que vous avez tout lu.
Le sujet a été évoqué dans à peu près toutes les collectivités. Et donc, je suis prêt à répondre à vos questions. Mon directeur, s'il y a des points qui sont posés, passe des fois, c'est très technique. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, nous, on n'avait pas particulièrement de questions, si ce n'est qu'une. Au niveau des, des 3 catégories ABC, vous avez présenté un tableau avec des notions de groupe, avec des montants annuels, minimum et maximum. Oui. Nous, dans la commune d'Orec, les personnels, avec ce nouveau système-là, se retrouvent plutôt proche du montant maxi, ou plutôt proche du médian, ou plutôt proche de rien. Si on était au montant maxi, on serait mal. Je pense que mon voisin de gauche aurait du mal à boucler le budget. Parce que les maxis sont très élevés. Ils ne correspondent pas du tout à une réalité. Mais en même temps, si vous voulez, on a pris les montants mini-maxi réglementaires. Donc le mini, c'est 0. Le maxi, ça peut être des fois 30 000 euros. On ne fera pas l'actualité. Donc non, on n'y arrive pas. Oui, pardon. Juste précisons peut-être par rapport à la loi, on ne peut pas avoir moins que dans le nouveau système que dans l'ancien régime indemnitaire. Ah, d'accord. Donc il y a une garantie d'avoir au moins l'équivalent. Oui, mais c'est pas la question, c'est on se pose Après, pas moyen, pas. C'est les moyens, c'est plus, c'est 3 quarts, c'est 0, c'est vrai, alors dis-nous. Ça dépend vraiment des catégories et des agents. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Les agents à OREC ne font pas fortune. C'est peut-être pour ça que certains, d'ailleurs, vont travailler après sous d'autres cieux, mais ils sont, de mon point de vue, traités correctement. Je ne sais pas ce qu'en pense le directeur, pas pour lui-même, mais pour les autres. La commune d'Orec fait partie des bonnes communes. Des bonnes communes au sens où on gagne honnêtement son salaire dans des conditions de travail organisées, sérieuses et qui garantissent la sécurité des agents. Et avec du matériel récent. Le régime indemnitaire est un régime indemnitaire qui va se substituer au précédent. Donc il y a déjà un régime indemnitaire qui a une histoire, et qui prend en compte un certain nombre de spécificités, de contraintes, de suggestions particulières. Et en fonction des postes, eh bien, il y a des régimes indemnitaires qui sont adaptés. À savoir que le régime indemnitaire, il n'est pas quasiment en disant tous les agents de tel grade ont tel régime indemnitaire. À titre d'exemple, un adjoint administratif des services administratifs peut avoir un régime indemnitaire de 1 et puis un autre de 0,5 ou de 2 en fonction de son histoire. Voilà, par exemple, un de mes collègues adjoints administratifs a un régime indemnitaire de 0 parce qu'il a bénéficié d'autres passerelles qui ont fait qu'il a été recruté à l'échelon terminal, à l'échelon le plus élevé. Donc pour corriger l'inéquité qui existait du fait de son histoire personnelle, bien, son régime indemnitaire est de 0, parce qu'il a une surrémunération au regard du reste du groupe. Donc le régime indemnitaire est quelque chose qui est vraiment modulable et modulé en fonction des cas personnels des agents. Les agents qui viennent en REC ne viennent pas parce qu'ils gagnent plus qu'ailleurs. Ces indemnités sont décidées lors du contrat, de l'entretien individuel annuel. Comment? Oui. Alors, ces indemnités, elles peuvent être discutées à plusieurs occasions. L'échéance que vous indiquez est une des échéances qui permet naturellement de rediscuter du régime indemnitaire. Ça peut être discuté au moment du recrutement. Et au moment du recrutement, il peut y avoir des arbitrages. Et M. Blain l'a souligné, la commune d'Orec n'est pas la commune où on gagne le plus d'argent, mais c'est la commune où on a vraiment envie de travailler. Alors il y a y compris là-dedans, bien sûr, pour une part, mais pas la part principale, la manière de servir des agents. Pas la part principale. La part principale, elle est plutôt sur les assujettissements, c'est-à-dire quel est le travail et qu'est-ce qu'on demande aux gens. Il y a des gens qui, par exemple, travaillent le soir. Ça leur arrive. Bon. Donc ça peut être pris en compte dans la définition d'un poste si on a une personne
qui régulièrement est sollicité sur des contraintes spécifiques. D'autres questions? Alors, des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Je te passe la main, Pascal. Alors, on passe aux affaires financières. Et donc, vous avez tous reçu en annexe le document qui s'appelle débat d'orientation budgétaire. Donc, c'est une obligation légale que nous avons de effectivement présenter un débat d'orientation budgétaire préalablement au vote du budget primitif. Donc, celui-ci, le budget primitif sera présenté au mois de mars lors du prochain conseil municipal. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre quelques extraits de ce débat d'orientation budgétaire, puisque vous avez dû sans doute le parcourir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Donc je vais commencer. Donc la première partie de ce débat d'orientation budgétaire, on a présenté un petit peu le contexte général dans lequel celui-ci se présentait. Donc d'abord au niveau international, on a rappelé qu'effectivement il y a eu l'élection de M. Trump aux États-Unis, il y a eu la volonté du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne, ce qu'on a appelé le Brexit, et tout ça on l'a recité puisque ça a tendance à effectivement engendrer une certaine instabilité sur les marchés financiers, et donc ça peut avoir une incidence sur nous au niveau des taux d'intérêt qui nous sont pratiqués par les banques avec lesquelles nous travaillons pour nos emprunts. Au niveau national, on a rappelé qu'effectivement, cette année était une année électorale, avec des élections présidentielles et législatives. Et donc là aussi, ça peut avoir un impact soit immédiat pour l'année 2017, mais surtout pour les années suivantes, sur les dotations de l'État aux collectivités. On ne sait pas si effectivement il va y avoir un maintien de l'effort demandé aux collectivités territoriales sur les dotations, une diminution de cet effort ou une progression de l'effort demandé aux collectivités. Il y a aussi la notion de cette année devait commencer la réforme des valeurs locatives pour les particuliers. Donc vous savez que les valeurs locatives avaient été révisées pour les professionnels. Donc maintenant, c'est pour particulier. Donc on ne sait pas si effectivement cette révision va être conduite à son terme ou pas. On a une commission communale des impôts directs au mois de mars, où effectivement, à son ordre du jour, il y a cette révision des valeurs locatives pour les particuliers. Donc peut-être qu'on aura quelques informations sur le sujet. Maintenant, avec éventuellement un changement de gouvernement, on ne sait pas si ça va être amendé, ajourné, nous verrons bien. Mais là aussi, ça peut avoir un impact sur nos recettes fiscales. Voilà, et puis effectivement, on parlait, rejoint un peu ce qu'on vient de débattre, c'est effectivement, avec ce nouveau gouvernement, quelle sera la politique salariale pour les agents publics territoriaux. Donc on vous a rappelé l'importance des dotations de l'État qui représentent 25% de nos dépenses. Donc c'est quand même un poids relativement important, ces dotations de l'État. Et donc on envisage une baisse pour l'année 2017 qui sera comprise entre 45 000 et 100 000 euros. Alors la fourchette peut paraître élevée, mais ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est que pour l'année 2017, il devrait y avoir un effort qui serait minoré de l'ordre de 50% par rapport à l'effort demandé l'année 2016. Mais les mécanismes de calcul sont relativement complexes et on n'est pas certain qu'on n'aura bien que 50% de l'effort demandé en 2016. Donc je pense qu'on a intérêt d'être prudent dans notre construction budgétaire parce qu'aujourd'hui, personne ne peut nous dire exactement quel sera le montant de cet effort pour l'année 2017. Ce que je vous propose, c'est de passer au point 2. Donc là, c'est plutôt nos hypothèses au niveau local.
Donc on a rappelé qu'effectivement on a pris la décision lors du renouvellement du conseil municipal, c'est un engagement que nous avions pris de maintenir les taux d'imposition durant la durée du mandat. Donc on va construire le budget primitif 2017 avec un maintien des taux d'imposition pour les 3 taxes, taxe d'habitation, taxe foncière et sur le foncier non bâti. On rappelle qu'effectivement aujourd'hui on a une capacité de désendettement moyenne du budget général inférieure à 8 ans, donc c'est plutôt un très bon seuil, puisque les seuils d'alerte sont plutôt entre 12 et 15 ans, donc vous voyez qu'on en est très loin. Notre budget sera construit avec une politique d'investissement raisonnée sur le budget principal, mais qui permet de maintenir à un bon niveau les équipements communaux. Donc ça, c'est important à nos yeux. Voilà. Ensuite, on a mis un certain nombre de modes de gestion qui doivent à la fois conjuguer une diminution des dépenses de fonctionnement, la recherche de solutions intercommunales de mutualisation, donc ça paraît indispensable. Essayer, dans la mesure du possible, de trouver de nouvelles ressources de fonctionnement. Aller chercher aussi de nouvelles ressources d'investissement. Et puis, une meilleure répartition des coûts entre le contribuable et l'usager. Donc, si on rentre dans le détail en termes de budget, on a plus détaillé sur le budget principal, puisque c'est quand même celui qui est le plus significatif en termes financiers. Donc au niveau des recettes de fonctionnement, donc on vous a détaillé par chapitre les principales hypothèses qui vont être retenues. Donc le chapitre 70 qui concerne les produits de service, donc on retrouve dedans les transports scolaires, l'occupation du domaine public. Là, effectivement, on a peu de possibilités d'augmentation de ces recettes. Le chapitre 73 qui concerne les impôts et taxes, comme je viens de vous le dire, on va maintenir les taux d'imposition, donc on va bénéficier que d'une évolution modérée des bases. On va retenir une croissance de l'ordre de 1,2 qui contient à la fois la révision des bases qui est envisagée par l'État, qui est plutôt de l'ordre de 0,4, et le reste, c'est effectivement la croissance démographique sur notre commune qui générera la possibilité d'avoir une augmentation de l'ordre de 1,2% de nos bases. Le chapitre 74, c'est les dotations et participations. Donc là, pareil, on en a déjà parlé. Donc malheureusement, on va être obligé d'acter une baisse des dotations de l'État de l'ordre de 45 000 à 100 000 euros. Le chapitre 75 qui concerne les autres produits de gestion courante. Donc là, ça concerne principalement le produit des immeubles propriétaires de la commune. Et donc là, il n'y a pas d'évolution notable puisqu'il n'y a pas d'évolution du parc des immeubles. Donc le produit devrait rester relativement stable. Ensuite, les produits financiers et produits exceptionnels, voilà, par définition, ils sont relativement faibles et pratiquement sans incidence sur notre budget. Au niveau des dépenses de fonctionnement, donc le principal chapitre, qui est le chapitre 011, où on retrouve toutes les dépenses courantes de la commune. Il représente à peu près 30% du montant total des dépenses. Donc là, c'est là où se portent principalement nos efforts pour essayer de réduire au maximum ces dépenses, tout en maintenant un niveau de service important au niveau des Orécois. Donc notre volonté, c'est bien de faire en sorte de faire mieux, mais avec moins. Donc c'est pas toujours facile, mais en tous les cas, on essaye de s'y atteler. Le chapitre 012, qui sont les charges de personnel, donc là c'est pareil, on va essayer de contenir la masse salariale. Malheureusement, on a un effet pyramide des âges qui n'est pas forcément favorable. Il n'y a pas de départ significatif de personnel à la retraite d'ici quelques années, donc ça ne permet pas un renouvellement. Vous avez vu que l'âge moyen des salariés est de l'ordre de 48 ans. Donc voilà, il se passera quelques années avant qu'on ait éventuellement un levier à ce niveau-là. Donc on en a parlé, puisqu'on a effectivement évoqué le plan de formation. Notre volonté, c'est de continuer d'accompagner les agents en les formant régulièrement, pour, on va dire, développer leurs compétences.
Donc on envisage de stabiliser la masse salariale aux alentours de 1 700 000 €. Les charges de gestion courante, donc là il y a une évolution qui sera à prendre en compte, c'est effectivement le transfert de compétences du SDIS à la communauté de communes, ce qui va réduire donc facialement le montant alloué à ce chapitre, mais de l'autre côté, ça va réduire d'autant l'attribution de compensation que nous recevions de la communauté de communes, puisque on leur transfère une dépense, et bien eux, ils vont diminuer ce qu'ils nous reversaient à du même montant. Voilà. Sinon, pour le reste, sur ce chapitre-là, on retrouve les montants des subventions aux associations, les montants alloués à l'OGEC dans le cadre du contrat d'association. Donc, on a quand même un certain nombre notamment avec l'OGEC, ça dépend fortement du nombre d'élèves qui fréquentent l'établissement. Pour les subventions aux associations, on regarde chaque année au cas par cas, mais on essaye effectivement de faire en sorte que les subventions aux associations se maintiennent pour ne pas pénaliser le tissu associatif qui nous paraît indispensable sur notre commune. Les charges financières, vous voyez leur évolution, elles ont notablement diminué entre 2014 et 2016, puisqu'on est passé d'un peu plus de 200 000 € de charges financières à 126 000 € en 2016. On sent deux phénomènes qui l'expliquent. Le premier, c'est effectivement l'emprunt de la dette qui a diminué. Donc, du coup, on a moins d'intérêt à payer. Et puis, comme le stock de la dette est un peu vieillissant, vous savez qu'on paye beaucoup plus d'intérêt en début d'emprunt plutôt qu'à la fin. Et le deuxième phénomène qui explique cette baisse, c'est effectivement les taux d'intérêt qui sont très bas. Et donc, effectivement, ça nous permet, quand on souscrit de nouveaux emprunts, comme c'est là où on paye le plus d'intérêt, on paye effectivement avec un taux beaucoup plus bas. Voilà. Au niveau des charges exceptionnelles, le même commentaire que pour les produits exceptionnels, ça reste vraiment marginal sur le budget de fonctionnement. Au niveau de l'investissement, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, il nous semble raisonnable de continuer sur un volume d'investissement de l'ordre d'1,5 million. Donc il y a deux événements importants pour l'année 2017 qu'on doit prendre en compte. C'est effectivement les études pour la réalisation de la rénovation de l'école Le Prévet. Et puis on va avoir l'équipe d'ingénierie pour le pôle économique et d'usage numérique pour le château. En termes de recettes d'investissement, il y a trois principaux axes en termes de recettes. Il y a l'épargne communale, c'est-à-dire l'excédent qu'on arrive à dégager sur le budget de fonctionnement. Donc notre objectif, c'est de maintenir cet autofinancement de l'ordre de 900 000 €. Pour nous, c'est important d'arriver à faire en sorte que ce montant soit relativement stable. Ça nous permet effectivement de moins recourir à l'emprunt. Le deuxième vecteur de financement, ce sont les emprunts. Donc notre volonté, c'est de continuer à désendetter la commune. Donc c'est toujours d'emprunter un peu moins que ce que nous remboursons. Donc nous devons rembourser de l'ordre de 650 000 € en 2017 sur le stock de dette. Donc on va dimensionner l'emprunt en 2017 à une valeur inférieure à ces 650 000 €. Après, le troisième vecteur, c'est éventuellement les subventions qu'on peut obtenir en fonction des investissements que nous réalisons. Là aussi, c'est un travail important qui peut rapporter gros. Voilà sur le budget principal les principales hypothèses que nous allons retenir pour la construction du budget primitif 2017. Au niveau des budgets annexes, on a repris simplement les trois principaux, à savoir le budget de l'eau, de l'assainissement et du restaurant scolaire. Donc sur le budget de l'eau et de l'assainissement, ce qu'on peut dire, c'est que les efforts que nous avons demandés aux Orécois depuis maintenant, on va dire plusieurs années, puisque nous avions entamé ce travail-là sur la précédente mandature. Aujourd'hui, on est arrivé à une tarification qui paraît convenable pour pouvoir à la fois
continuer à investir et à renouveler le parc et continuer à rembourser les emprunts qui sont en cours ou à venir. Donc on va dire que la tarification, aussi bien pour l'eau que l'assainissement, a atteint un juste équilibre. Et donc ces budgets permettent aujourd'hui de dégager un autofinancement, ce qui nous permet effectivement de pouvoir moins recourir à l'emprunt face aux importants travaux de renouvellement qui sont à mener sur ces deux budgets. Le dernier budget, qui est le budget de la restauration scolaire, donc là effectivement on doit prendre en compte la montée en puissance du département sur la prise en charge des repas des collégiens aurécois publics. Vous savez que chaque année ils prennent une classe d'âge complémentaire. Donc c'est autant que nous n'avons pas à supporter en termes de compléments, puisque vous vous souvenez que effectivement nous faisons supporter aux familles, on va dire à peine 50% du prix de revient d'un repas. Et donc c'est nous, collectivités, qui assumons ce complément. Et donc pour les collégiens publics, ils prenaient tous les extérieurs et graduellement, sur plusieurs années, ils vont prendre l'ensemble des collégiens aurécois publics. Donc ça va soulager la participation de la commune sur les collégiens publics. Voilà, et donc là, effectivement, il y a encore à trouver un bon équilibre sur ce budget-là. On n'en est pas loin, mais voilà. C'est le dernier budget sur lequel il reste encore peut-être quelques ajustements à avoir. Voilà concernant les principales hypothèses que nous allons retenir pour la construction budgétaire de l'année 2017. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vous parlez de meilleure répartition des coûts entre contribuables et usagers. Concrètement, quels sont les services ou les services qui vont être impactés dans notre budget? C'est ce que je viens de vous citer. Donc on a dit que pour l'eau et l'assainissement, on était... Pour l'eau, vous avez dit voilà, qu'a priori, l'assainissement aussi. Le dernier, c'est ce qu'on a débattu en commission des finances, c'est effectivement la restauration scolaire, où effectivement aujourd'hui, on a peut-être à réfléchir à nouveau sur qu'est-ce qu'on laisse en coût aux familles et qu'est-ce qu'on fait supporter à la collectivité en termes de pourcentage. Bon, on n'a pas complètement défini notre stratégie pour la durée du mandat, puisqu'il faut qu'on prenne en compte effectivement cette prise en charge progressive du département, avec leur système aussi de prise en charge avec des forfaits, donc il faut qu'on mesure l'impact que ça va avoir sur ce budget-là. Donc on attend d'avoir une visibilité complète de ces aspects-là pour pouvoir vraiment caler cette répartition entre la collectivité et les familles. Sur le budget 2016, qu'on aura le temps d'étudier ensemble, 2016. Ah oui, sur le budget 2016, on aura le temps de constater et d'étudier ensemble, en particulier sur la restauration scolaire, et dans le travail qui a été fourni par la SPL, on a un certain nombre de bonnes nouvelles. Donc Pascal en a cité une, c'est la prise en compte par le département qui tient ses engagements et qui chaque année nous reprend une classe. Donc dans 2 ans, ce sera terminé, il aura repris de la 6e à la 3e. En 2018, l'intégralité voilà. des collégiens publics sont... Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Il y a une deuxième bonne nouvelle. On a mis en place cette année donc un logiciel qui visiblement n'apporte un plus pour les familles. J'ai eu l'occasion d'en parler l'autre jour, Géraldine. Donc on a vraiment un service, on s'était posé la question de comment réagiraient les gens. Est-ce que ce logiciel qui permet d'intervenir de son domicile, de commander, de décommander, de constater où on en est de sa facture, de savoir si on a payé, et puis payer. Voilà. On s'était dit, est-ce qu'on va isoler des personnes ou est-ce que c'est efficace? On a la réponse, c'est efficace. On s'est soucié de maintenir un service pour les quelques personnes qui ne pourraient pas accéder, pour une raison ou pour une autre, à ce service sur Internet. Mais globalement, c'est efficace. C'est une deuxième bonne nouvelle, parce que visiblement, les familles, le retour est extrêmement positif. Mais en matière de gestion, le retour est aussi positif. Ça veut dire qu'on a une gestion, alors on va dire des impayés, au plus près, qui était difficile avant. Et qui montre une très bonne fluidité et finalement pour le moment que les familles ont vraiment le souci de payer ce qu'elles doivent.
Mais maintenant, c'est clairement suivi, identifié et autres. Donc avant, on avait un souci sur cette masse financière qui peut être que de la trésorerie si ça rentre pas, mais que ça rentre un peu plus tard, mais qui peut être de la perte si ça rentre pas et que ça rentre jamais. Voilà. Donc on a cette deuxième bonne nouvelle. Ça entraîne une troisième, c'est que comme le système a été affiné, les repas sont commandés au plus près et réalisés au plus près. Quand on sert plusieurs centaines de repas par jour, il n'est bien sûr pas question que, je ne sais pas, 5 gamins ou 10 gamins n'aient pas leur part à la fin. Et donc, pour que tout le monde ait bien sa part, il est de bonne gestion de prévoir un peu plus. Mais aujourd'hui, le un peu plus, il commence à être incompressible. C'est-à-dire que sur les années antérieures, on était obligé on avait vraiment une masse d'incertitude sur les inscriptions qui nous obligeait à avoir plus de commandes de repas. Aujourd'hui, maintenant, on a vraiment diminué ce nombre. Donc on a plein d'indicateurs comme ça qui vous seront présentés parce que le budget est en train de se bloquer. Il y a aussi le fait qu'il y a une stabilité des prix sur les fournitures. Hein, donc on va dire une inflation zéro. Même si on essaye de monter en qualité, pour le moment, ça n'entraîne pas forcément un surcoût sur les matières premières. Voilà. Donc globalement, quand on additionne tout ça, je pense que ça y est, on a une meilleure maîtrise en termes de gestion. Il y a une maîtrise qui paraît bonne en termes de qualité, du moins ce que nous renvoient les enfants et les familles. Et on va sans doute arriver à un point où il va falloir simplement décider. Aujourd'hui, c'est 3,60 € pour les repas, pour les Orécois, pour maternelle et primaire. Et on sait qu'il faut multiplier par 2 pour avoir le prix de revient du repas. Donc maintenant, il va nous appartenir de décider si cette charge pour les familles directe est la bonne. Le reste étant pris sur l'impôt, pour être clair. Hein. Il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire soit on le prend sur l'ensemble des contribuables, soit on le prend sur la personne qui achète le repas. Voilà. Donc c'est le débat qu'on va avoir. Est-ce que c'est 3,60 ça paraît... On se rejoint sur la communauté de communes. On est maintenant à 3,60. Hein, voilà. Donc il y a des endroits où on trouve couramment des tarifs de cantine à 4,50, à 4,80, voilà. Mais ça ne veut pas dire forcément que ça coûte plus cher, mais ça veut dire qu'ils font plus payer aux enfants, enfin aux familles, et qu'ils prennent moins sur le budget impôt. Hein, voilà. Donc on va avoir ce débat maintenant, là où on est, de finir de trouver cet équilibre et de savoir à quel moment on pense que c'est le bon prix pour la famille, le reste restant payé par les impôts de la collectivité. C'est vrai que ce rapport usager, c'est toujours un peu ça, hein. C'est à quel moment on laisse à charge du contribuable ou à quel moment on laisse à charge de l'usager. Est-ce qu'il y a, par rapport au débat d'orientation budgétaire, il y a d'autres interrogations? Moi, je voulais juste revoir un petit peu. C'est la remarque qu'on avait faite, enfin, c'est moi qui l'avais faite, mais pour le groupe, justement, à la commission finance, concernant la baisse de la dotation de l'État, les 100 000 € dont vous parlez. C'est vrai que c'est un budget, il faut savoir en avoir conscience, mais il faut savoir aussi le mettre en regard du montant des dépenses de ce budget de fonctionnement, c'est 2%. Alors vous trouvez que c'est beaucoup, pas beaucoup? Non. 2%, c'est pas énorme. Enfin, on peut revenir en parler, mais on en a parlé dans la commission. Bien sûr, le problème de M. Valère, c'est que si vous analysez la réalité du budget communal et que vous cherchez les niches sur lesquelles on peut agir, 100 000 € ou 50 000 € qu'on enlève, c'est énorme. Parce que quand on commence l'année, on paye le personnel, on continue à payer l'électricité, et comme le particulier, si elle augmente de 5%, elle augmente de 5%. On continue à payer le gaz, et comme le particulier, s'il augmente de 5%, on augmente de 5%. On paye tous nos contingents. Par exemple, le contrat d'association avec l'OGEC Notre-Dame de la Faille, c'est supérieur à 100 000 €, largement. Et donc on le paye, c'est pas une décision, on ne peut pas dire on va moins payer à la faille cette année. Non, on paye, on a un contrat. On paye nos contingents, transport scolaire, on payait les pompiers. Donc quand vous regardez le budget, si vous faites une bonne analyse, vous apercevrez que la plupart des sommes, elles sont imposées, elles sont invariables, et que donc les efforts, ils sont colossaux quand d'un coup, on nous enlève 50 000 ou 100 000 €. Voilà. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec vous.
En plus, ils sont cumulatifs. C'est ce dont peut-être vous ne prenez pas conscience non plus, parce qu'on parle évidemment, peut-être, alors allons-y, au minimum, on va perdre 40 000 euros. Allez, c'est bien. Mais on en a perdu 70 000 l'année dernière, 140 000 l'année d'avant. Donc si vous cumulez sur plusieurs années, on va arriver aux 300 000. C'est 300 000 sur un budget extrêmement contraint, sur lequel en plus l'État, dans sa grande mansuétude, nous impose des services supplémentaires. C'est-à-dire que quelque part, il nous dit baissez vos dotations, et il nous dit faites ça en plus. Donc c'est un exercice de funambule. Il faut du talent pour tenir, il faut du talent. Il faut que nos agents aient beaucoup de talent et d'imagination. D'autant plus que sinon, ça veut dire quoi? Il y a une autre méthode, on baisse le service. Or, sur OREC, pour le moment, on essaye de ne pas baisser le service. Le service est personne. Bon. Donc, non, c'est un exercice très difficile, et c'est beaucoup quand on nous enlève des sommes comme ça. C'est beaucoup. Et ce qui est plus absurde encore, c'est que surtout, on est infoutu de nous les dire avant le vote du budget. C'est un autre aspect. Complémentaire et qui rend encore l'exercice plus pénible. Parce que faut gérer en aveugle. C'est-à-dire si en plus on nous les disait un peu avant, et surtout si on nous les disait sur 2 ans ou 3 ans, on sera un peu plus à l'aise pour travailler. Est-ce que là, faut deviner, faut intuiter, avec parfois des effets de seuil terribles. C'est-à-dire on peut penser, il y a une année on avait pensé que, je ne sais plus, mais de mémoire on devait perdre 90 000, oui. Sauf qu'on en a perdu 140 ou 150 parce qu'il y avait un changement avec un effet de seuil qu'on n'avait pas vu, que personne ne nous avait indiqué, et qui faisait qu'il y avait une autre rubrique où on nous supprimait aussi 50 000. Tout va bien. L'État quand même a été fort cette année, par exemple. Sur la dernière dotation, sur le dernier mois, il nous a enlevé 16 000 euros. Sur les impôts. C'est sympa. Il a accordé des baisses d'impôts à un certain nombre de citoyens. À ce jour, il ne nous a pas encore dit si ça serait compensé. Par contre, il les a bien enlevés. Et il les a bien élevés sans nous prévenir. C'est-à-dire, c'est sûr, la dernière mensualité, on ne s'est pas dit qu'il doit y avoir une erreur, parce qu'on pressentait que ce n'était pas une erreur. Mais on s'est dit, c'est fort de café, là. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, 16 000 euros de moins. Le dernier mois, 16 000 euros de moins. Et il faut tenir le budget à l'année. Bon. Et c'est pas compensé a priori. Alors, je sais pas, peut-être que là aussi, ça sera Noël en mai, et que le nouveau président nous compensera tout ça. Je sais pas, mais je ne crois pas trop. Je crains que ça parte à l'as. Bon. Non, c'est très, très périlleux et difficile. Et en plus, ne négligez pas l'effet cumulatif, et surtout le fait que ça va continuer. Et que donc, il faut que nous soyons conscients que ça va continuer. Et que nos concitoyens, les Orécois, soient conscients que ça va continuer. Ce qui pourrait être raisonnable, c'est d'arrêter de nous imposer des choses nouvelles sans les financer. Ça serait la bonne nouvelle. Ils nous piquent de l'argent et en plus, ils nous imposent des choses en plus. Et c'est constant, c'est difficile à gérer. Et a priori, les lendemains qui s'annoncent ne sont pas des lendemains qui chantent. Pour le moment. Donc il va falloir continuer à être très vertueux. Et plutôt à penser qu'il faut retenir l'expression « aide-toi » et je ne suis pas sûr que le ciel nous aidera. D'autres choses par rapport à ce débat? Et on a la chance par rapport à certaines communes de bénéficier d'une croissance à la fois de nos entreprises, des services qui les accompagnent et des particuliers. Et tout ça, c'est précaire. On n'est pas différent des autres. Donc quand ça freine sur le secteur, ça freine forcément pour nous aussi. Il y avait un article dans je ne sais quel journal national sur la ville de Firminy cette semaine, que j'ai lu. Ça faisait peine. Ça faisait peine. Bien sûr, il raconte l'histoire d'une ville qui est passée de 24 000 à 16 000 habitants. Je vais vous dire, on peut avoir beaucoup d'empathie pour les collègues qui gèrent, parce que c'est une épreuve à gérer. Ils sont dans un phénomène de décroissance qui accélère toutes les décroissances de recettes, toutes les difficultés d'équipement public, etc. Nous, on a la chance, pour le moment, touchons du bois s'il n'est pas en plastique, d'avoir une légère croissance. Espérons qu'on la gardera. D'autres remarques par rapport à ce débat? Je vous remercie. Il n'y a pas de vote sur ce débat d'orientation budgétaire.
Alors, on a une délibération à prendre, classique, sur la participation de la commune de Malvalette aux frais de fonctionnement de l'école publique d'Orec-sur-Loire. Je vous rappelle que la commune de Malvalette n'a pas d'école et que donc ces enfants vont pour partie sur le secteur de Basse, pour partie sur le secteur d'Orec, en fonction des villages et puis en fonction sans doute du lieu de travail ou de trajet des parents. Et qu'à Orec, ces enfants vont en partie à l'école publique et en partie à l'école privée. Voilà. En ce qui nous concerne et pour l'année 2017, je vous propose d'inscrire en recette une participation de 19 467 €. Des questions par rapport à ça? Les avis contraires? Les abstentions? Je vous remercie. N'a pas de commune, n'a d'école, pardon. N'a plus d'école. Ouais, ça fait très longtemps qu'ils en ont plus. Hein. C'était quand tu étais jeune alors. Oui. Ouais. Mais tu es encore jeune. Mais c'était quand même bien longtemps. Alors, une acquisition de maison. Sur un plan montré. Oui. Alors, il s'agit de maisons qui sont rue du Verger. Sur le plan, alors là, on est... Oui. La dernière fois qu'on avait eu le problème d'acquisition, on avait demandé à avoir au moins un petit A4 pour trouver les parcelles. Parce qu'on a le conseil un peu, des papiers un peu tard, et quand on retrouvait tout, des fois on bataille. Alors vous avez eu les parcelles et vous n'avez pas eu le petit papier. Non. Mais on va progresser. Si, vous l'avez eu? Non. Non, ils n'ont pas eu. Mais, Monsieur Perrard, vous qui êtes bon élève, vous étiez présent à la commission d'urbanisme. Oui. Donc vous les avez eus. Oui, mais on avait cherché déjà, on n'en avait pas eu beaucoup. On nous avait dit qu'on nous ferait fixer la tasse, qu'on nous donnerait un A4. Monsieur le directeur, c'est de votre faute. La prime. La nouvelle prime, là. Alors, il s'agit de la rue du Verger. Alors, vu d'ici, moi, avec mes yeux, je vois bien le noir et le blanc. Oui, moi aussi, c'est pareil. Alors, on a la rue des Allières, et puis quand on tourne à la droite, on a la rue du Verger. Voilà, on est dans ce coin. Hein. On est propriétaire, pour ceux qui connaissent bien sûr le coin, déjà du petit bout de parking où on a démoli, du local occupé par la CGT qui est aussi propriété communale. Il nous manque au coin et à l'angle la maison de ce côté et le terrain de l'autre côté, qui ne sont pas encore à nous et qu'il faudra qu'on achète un jour ou l'autre quand ils seront à vendre. Et là, il s'agit des deux maisons après, deux petites maisons après, mais en plus des deux maisons après, des parcelles de terrain à l'intérieur, qui sont juste derrière notre parking actuel. Voilà, les parcelles ici. Hein, voilà. Donc deux petites maisons, deux parcelles. On a eu une estimation des domaines et on vous propose de l'acquérir au prix donné par les domaines pour un montant de 160 000 €. Comme d'hab, on achète à un prix raisonné, raisonnable, qui est celui d'Edman. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On peut avoir la surface exacte? On peut avoir la surface exacte. De mémoire, il doit y avoir 300 mètres carrés de terrain derrière en jardin, plus les deux maisons. Je ne l'ai pas là. 300 mètres carrés, c'est la surface totale? Ouais. De terrain derrière. Ah, que le terrain? Ah ouais, je dirais ça, il me semble. Il doit y avoir l'estimation des domaines. Ah, s'il y a l'estimation des domaines, je peux avoir. Et sûrement, si je suis à la bonne page. Je vais vous dire. Si, je vais vous dire. Bon, c'est moins le prix des terrains que l'état des deux bâtiments, que l'état des deux maisons. Hein. Donc, les deux sont louables en l'état si on veut les louer. Hein. Alors, maison et terrain. Donc, vous avez 230 mètres carrés, 160 mètres carrés, 81 mètres carrés et 46 mètres carrés.
Donc comme vous avez fait le total rapidement, ça fait un peu plus de 500 mètres carrés. Bah, 231, 160, 46 et 81, ça fait un peu plus de 500 mètres carrés. Ouais. Donc ça fait 200, 300, 400, 500, 518. Voilà. Ah oui, non. Oui. On va les louer du coup ou alors on va les louer? On va les acheter. Enfin, si vous me donnez l'autorisation. Si vous me donnez l'autorisation. Après, a priori, pour le moment, il nous manque des bouts là pour élargir la rue, casser le tout. Donc c'est comme les autres. Donc on va se poser la question de ce qu'on en fait. Alors il y a plusieurs options possibles. La première, c'est elles sont louables en l'état. Parce qu'elles sont, il y en a une cuisine intégrée, magnifique. Je ne vais pas vous faire l'article ce soir parce que pour le moment, on ne cherche pas un locataire. Mais ça fait 2 petits appartements de centre-ville qui peuvent se louer fort sympathiquement avec un bout de terrain derrière. Après, c'est à voir. Hein. Il y a d'autres choses qui se vendent sur le secteur. Donc, on peut réfléchir à l'intérêt, mais je ne suis pas sûr qu'il faille se précipiter pour les démolir. Par contre, il y a du terrain derrière et ce terrain, il jouxte les stationnements qu'on a déjà fait rue des Allières. Donc, j'ai pas d'idée, mais on pourrait y réfléchir. Voilà. Peut-être que place centre, un petit bout de terrain, ça pourrait faire quelques places de stationnement. C'est jamais. C'est suite à une préemption? Oui, oui, tout à fait. Il y avait une vente, donc on a préempté. Oui, tout à fait. Les domaines sont passés, c'est l'estimation des domaines. Les 2 maisons se vendent en même temps? Les 2 maisons se vendent en même temps. Elles avaient la même origine de propriété, le même propriétaire. Ah. Oui. Demande là-dessus? Les avis contraires? Les abstentions? Merci. Alors, en ce qui concerne les travaux, on a une délibération à prendre pour le secteur de l'Hermée. Ça, je ne sais pas si ce sera la dernière, j'allais dire que ce sera sans doute la dernière, j'en sais rien. C'est pour les enfouissements de réseau et c'est pour les enfouissements de réseau Orange. Hein? Donc, ce dossier, comme les autres, peut être géré par le syndicat d'énergie. Ça correspond pour le secteur de l'Hermée à une valeur de 51 631 €. Et compte tenu de la prise en charge par le syndicat, ça laisse à notre charge 29 855 €. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Bon, j'en profite pour vous dire que là, on rentre vraiment dans la phase où on va démarrer les travaux sur le village de l'Hermée. Donc les habitants vont être très très contents dans 2 ans quand ça sera fini. Pendant 2 ans, ça va être plus dur. Oui. Pourquoi on n'a pas eu la précision sur le document? Quelle précision sur l'Hermée? On a tout lu et c'est où? Bon, c'est pour laisser du suspense. Notez, Greffier. Non, mais oui, c'est à l'Hermée. Oui. Mais c'est pour que vous bossiez un peu. Oui, c'est vrai, c'est pas marqué que c'est là. Enfin, moi, je le savais. Non, sans douter, mais... On a été plusieurs, ça. Intuition. Bon, alors il me reste un point, si vous permettez, que je souhaiterais évoquer avec le Conseil. Alors, je vous lis la lettre du préfet au président de la communauté de communes de Loire-Semaine. C'est une information, hein. Il n'y a pas de décision à prendre ce soir. Mais vu les circonstances et le fait que les choses ont été vite, je
souhaite vous informer ce soir et nous aurons une décision à prendre au prochain conseil municipal. Hein, mais en attendant, voilà. Donc le préfet a écrit au président de la communauté de communes de Loire-Semaine pour lui faire part de la démission de M. Salgado, premier adjoint au maire de Saint-Didier, et les conséquences qui en découlaient. Donc il a écrit que cette démission avait pour effet de provoquer des élections intégrales dans la commune, et donc des élections partielles pour ce qui concerne la communauté de communes. Et donc il a écrit au président de la communauté de communes qu'au vu des circonstances, le renouvellement entraînait, de par la loi, l'obligation de redéterminer le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires. Et qu'on avait 2 mois pour le faire, à compter de la date de réception du courrier de M. Salgado en préfecture. Je crois que le courrier a été reçu le 30 janvier. Donc vous comptez 2 mois, février, mars, il faut qu'avant fin mars, et le préfet souhaiterait que ce soit le plus rapidement possible, on ait désigné le nombre de délégués communautaires pour chaque commune que l'on choisit. Sachant que il faut aussi que les élections après à Saint-Didier puissent se dérouler normalement dans les 3 mois. Et il faut aussi qu'elles se télescopent pas trop avec les présidentielles. Des fois que l'élection de Saint-Didier fasse de l'ombre aux candidats nationaux et entraîne de la confusion dans les bulletins de vote, et que M. Salgado se retrouve président de la République, on risquerait un recours. Après avoir démissionné en tant que premier adjoint, ça ferait une transition un peu forte. Voilà. Alors, donc je voulais vous expliquer un peu les circonstances de tout ça. Nous avions décidé de la représentation à la communauté de communes en 2013. Et le débat qui avait eu lieu en 2013 était un débat où on avait souhaité collectivement une représentation plus forte des plus petites communes, en particulier de Saint-Victor-Malescourt et en particulier de La Siauve. Et donc finalement, on avait décidé qu'il n'y aurait pas moins de 3 délégués communautaires pour les petites communes. Et donc pour faire ça, parce que la loi nous imposait quand même un nombre, on avait pris sur la grosse commune. Les grosses communes, mais en l'occurrence sur la grosse commune, c'est-à-dire sur Aurec. Donc Aurec avait admis le principe d'avoir moins de postes pour que les collègues de Saint-Victor et de La Siauve puissent bénéficier de postes supplémentaires. Voilà. Il y a eu France entière, des endroits où les gens ont procédé de cette manière-là ou d'autres manières, et il y a eu des recours, dont un recours qui fait que le Conseil constitutionnel a décidé que la représentation qui avait été décidée à certains endroits n'était pas acceptable et qu'elle devait être proportionnée à la population. Donc le Conseil constitutionnel a tranché le 26/2014 et il a rendu caduc comme ça tout un tas d'accords locaux, dont le nôtre. Dans le nôtre, puisqu'il faut bien regarder qu'avec 7 représentants à la communauté de communes, finalement, un représentant aurécois, si on fait le ratio avec la population, il représente plus de 800 personnes, 830, 840, je ne sais pas, et qu'à Saint-Victor-Malescourt, avec 3 représentants, un représentant représente 260 personnes. Et donc, ça a été jugé illégal quand c'est excessif. Il y a trop d'écart. Voilà. Donc, ces accords, en fait, ils auraient pu tenir jusqu'en 2020, puisqu'il n'était pas demandé à ce qu'on revote suite à cette décision, mais bien à ce qu'on vote avant les élections municipales de 2020. Et qu'avant les élections municipales de 2020, on se remette dans les clous de la loi. Donc on pouvait finir le mandat tel qu'il avait été lancé et ne s'ajuster qu'à quelques mois des élections. Voilà. Il se trouve que par l'élection de Saint-Didier, merci Saint-Didier, on est obligé de reprendre la composition du conseil communautaire. Je redis que je l'ai dit en conseil communautaire, je pense que ça ne sera pas les seuls dégâts collatéraux de cette réélection à Saint-Didier. Et que sur un territoire,
le fait que des mandats démocratiques n'arrivent pas à leur terme, c'est un peu catastrophique. Pour la commune, sans doute, de Saint-Didier, mais vraiment compliqué pour les autres aussi quand on a des destins communs. C'est pas très raisonnable tout ça. Alors, on se retrouve donc, nous, dans l'obligation de refixer un accord. La loi a fixé ce qu'elle appelle le droit commun. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, et je vous dirai comment on doit se mettre d'accord avec les autres communes, le droit commun s'applique. Donc le droit commun donnerait 9 sièges pour la commune d'Orec, contre 7 actuellement. Il donnerait 6 sièges à la commune de Saint-Just, contre 6 actuellement. 5 à la commune de Saint-Didier, contre 5 actuellement. 4 à Saint-Ferriol, contre 4 actuellement. 3 pour Pont-Salomon, pour 3 actuellement. Et puis 2 à la Siaume, pour 3 actuellement. Et 1 à Saint-Victor, pour 3 actuellement. C'est un total de 30. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ont été distribués aux autres communes, les communes de plus petite taille, les sièges pris sur Orec, pour faire ça, dans cette répartition qu'on avait actée, donc qui nous allait bien. Voilà. Donc si on n'a pas d'accord, la commune d'Orec passera de 7 à 9, la commune de Saint-Victor de 3 à 1, et la commune de la Siaume de 3 à 2. Est-ce qu'il y a une réélection au niveau de la communauté de communes? Il y a une réélection au niveau des délégués communautaires de Saint-Didier, et il y aura une réélection partielle en fonction des décisions qu'on prendra, s'il y a des délégués en plus, ou des délégués en moins. En tout cas, ça peut être une élection négative pour virer quelqu'un. Je vais vous expliquer. Donc, comment peut-on faire un accord local? Alors, pour faire un accord local, on a le droit de faire varier ces pourcentages. Le législateur a dit qu'il faut que ce soit proportionné à la population, mais on a le droit à 20% d'écart. Donc, si le bon chiffre c'est 100, on a le droit d'avoir 80%, et donc d'être moins bien représentés, moins nombreux, ou 120%, et d'être plus nombreux. Et puis, comme c'est un jeu de société, il a dit, pour la commune la plus petite, ça ne peut pas être moins de 1. Et la commune la plus petite, parce que dans bien des cas, on pouvait arriver à 0. Faut être clair. Et la commune la plus petite, si vous êtes généreux, vous pouvez même aller à 2, sans tenir compte des pourcentages. Allez, soyons fous. Donc ça peut être 1 ou ça peut être 2, sans tenir compte des pourcentages. Encore faut-il le prendre à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, comment on fait un accord? On fait un accord avec une majorité qualifiée. La majorité qualifiée, c'est 50% des communes représentant au moins un tiers de la population, ou un tiers des communes représentant 50% de la population. Dans ce sens-là. Et, comme c'est une majorité qualifiée, comme il en est dans l'histoire de la communauté de communes depuis de très nombreuses années, la commune qui a plus de 25% de la population, et qui est la commune principale, a un droit de veto. Vous voyez la gravité des choses. C'est nous qui allons décider pour les autres. Ou pas. Voilà. Donc nous, on a un droit de veto. Donc notre vote est assez fondamental parce que s'il y a une proposition collective qui se dégage à la communauté de communes, si nous ne la suivons pas, nous l'empêchons. Et auquel cas, il n'y aura que l'application du droit commun, c'est-à-dire les 9 sièges pour nous. Et s'il y a une autre solution qui doit s'appliquer, on est obligé de la voter. Obligé. Enfin, si on la vote, elle peut valoir. Voilà. Donc, les scénarios qu'on peut faire dans ce cadre-là, si vous voulez, permet aussi de faire varier un peu le nombre de conseillers. Donc, on en a 30 normalement. On peut aller jusqu'à 35, 36. 37 peut-être, et puis on peut aller jusqu'à 24, c'est-à-dire diminuer le nombre de conseillers. Et après on fait la répartition. Attendez, je ne comprends pas, c'est-à-dire que même le nombre de conseillers... La loi prévoit que... Il y a un maximum. Voilà, la loi prévoit un nombre, ce nombre en l'occurrence c'est 30, mais à partir de ce 30, la loi prévoit qu'on peut faire varier, justement pour des adaptations locales. Et après, quand on a fait varier, il faut aussi revérifier les pourcentages. Pour ça, je vous dis, c'est un beau jeu de société.
il doit y avoir quelques milliers de formules, c'est assez intéressant. Bon. Donc, si on va vers un scénario moins nombreux, on a commencé à évoquer ça en bureau. Par exemple, on est aujourd'hui 31, on se dit, on va à un scénario à 24. En gros, l'effet que ça aura, il est simple. On vire tous les représentants des oppositions de chaque commune. Sauf à supposer que la majorité veut réserver un poste à l'opposition, même éventuellement, quand elle en aurait qu'un, elle le donnerait. Bon. Mais sinon, en baissant le nombre, en fait, on va baisser la représentation des oppositions de chaque conseil. Voilà. Donc, Parce que c'est toujours les derniers. C'est au scrutin de liste après, et quand on va voter au sein du conseil, eh bien, on ne peut pas présager du résultat, mais on peut l'imaginer, peut-être. Hein? Voilà. Donc, je ne vous proposerai pas qu'on réfléchisse à des scénarios de ce type. Ça me semble, si vous me permettez, on va employer un gros mot, antidémocratique. Voilà. Bon. Donc, je vous proposerai qu'on rentre plutôt dans des scénarios égaux aux scénarios d'aujourd'hui, mais pas dans des scénarios plus faibles. Hein. Ça aurait des incidences beaucoup plus pour nous, puisque c'est vrai que la proportionnelle, quand c'est sur 7 postes, elle existe, quand c'est sur 2 postes, elle existe moins. Hein, voilà. Bon. Donc je ne vous proposerai pas de baisser le nombre. Voilà. C'est pas la peine d'y réfléchir. Égal, et pourquoi pas plus? Donc, après, il nous reste 2 hypothèses. Garder notre 30-31 ou aller vers des 34, 35, 36. Voilà. Donc là, je vous invite à y réfléchir. Moi, j'ai un sentiment. Donc, je vous donne mon sentiment. Je vois pas bien l'utilité, parce qu'en gros, finalement, il me semble que les objectifs initiaux qu'on s'était donnés restent aujourd'hui tout à fait justifiés. Et que ce qui est intéressant, c'est que la commune de Saint-Victor ait au moins 2 personnes qui puissent siéger, parce que c'est difficile d'être tout seul, c'est compliqué, enfin, ça ne signifie pas grand-chose, et que la commune de Lacio, il faut au moins qu'elle ait aussi 2 personnes. Pour que la commune, et Saint-Victor, dans tous les cas de figure, et tous les scénarios, même les plus extrêmes, ne peut pas monter au-delà de 2. Et ne monte au-delà de 2 que parce qu'on fait cadeau du deuxième. Ce n'est pas une question de pourcentage, c'est cadeau. C'est un cadeau volontaire. Hein. La commune de Lacio, elle est à 2. Pour qu'elle monte à 3, il faut qu'on aille vers les conseils les plus nombreux. C'est-à-dire qu'on monte à 35, 36. Auquel cas, d'ailleurs, nous, on pourrait être 12. Bon. C'est pas des scénarios qui, moi, me paraissent très utiles et m'enthousiasment. On a déjà une trentaine à travailler. Moi, je trouve que le nombre, il est bien. Que moi, j'aurais rien changé, d'ailleurs. Donc, j'aurais rien demandé à personne. J'aurais gardé les scénarios précédents, mais on ne peut pas les garder. Donc, personnellement, je suis plus favorable au fait qu'on garde le scénario de 30, de 31, parce que pour que ça change pour la SIOF, c'est pas 32, c'est pas 33, c'est pas 34, c'est pas, faut aller chercher loin. Bon. Donc je vous propose qu'on garde un scénario à l'identique. Dans ce scénario à l'identique, OREC peut avoir 9 places. Moi je vous propose qu'on fasse comme dans le coup précédent, c'est-à-dire qu'on n'en prenne que 8, là où on en avait 7. Ça veut dire que, de par notre générosité naturelle, ça permet à Saint-Just de passer de 6 à 7, ce qui n'est pas le fait du calcul, mais le fait de la générosité naturelle, et ça permettrait à Saint-Victor d'être à 2. Donc pas à 1, mais à 2. Donc la représentation de cette formule-là, ça serait 8 sièges à Orec, 7 sièges à Saint-Just, 5 sièges à Saint-Didier, on serait à l'identique d'avant, 4 sièges à Saint-Ferréol, on serait à l'identique d'avant, 3 sièges à Pont-Salomon, on serait à l'identique d'avant, un siège perdu par la SIO, 2 sièges, et un siège perdu par Saint-Victor, 2 sièges. Ces sièges perdus, c'est... Pour Bruno Mardon, par contre, par exemple, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire que c'est son opposition qui va disparaître, alors que ça se passait courtoisement. Et pour Saint-Victor, c'est un vrai problème, puisque ça avait donné lieu à beaucoup de discussions pour désigner les conseillers communautaires dans son équipe, et il faut qu'il en vire un. C'est aussi simple que ça. Et en plus, non, il n'a même pas à le choisir, puisqu'il fait moins de 1000 habitants, et que c'est donc forcément le 3e. Donc en plus, il est désigné avant de voter.
Votre générosité, elle s'exerce au détriment de qui dans cette assemblée? Vous avez fait des calculs ou pas? Personne. Personne. Alors, ça pose la question qui était posée tout à l'heure, c'est comment on fait après? Alors, hypothèse, on a le même nombre. C'est les mêmes. Hypothèse, on a un nombre inférieur. Au scrutin de liste, on vote ici. Et donc, c'est le scrutin de liste qui désigne la personne qui sort parmi les conseillers déjà élus. Hein? Hypothèse, on a un poste de plus. C'est pareil, c'est le scrutin de liste qui désigne le poste de plus. On ne revient pas à l'élection et on ne revient pas aux listes existantes. La mécanique, elle est différente. C'est-à-dire que c'est le conseil, assemblée délibérante, sur lequel chacun est libre de proposer une liste. Si on est à 8, une liste de 1. Et après, c'est du scrutin de liste. Donc c'est celui qui aura le plus gros nombre de voix qui aura le poste 1. S'il y a 2 postes, c'est un scrutin de liste. C'est celui qui aura le plus grand nombre de voix qui aura les 2 postes. Donc, pour répondre à votre question, M. Chédet, faites les calculs. Dans tous les cas de figure, même si on passait à 12, ça ne change rien à la représentation. Enfin, sauf à ce que, je sais pas, il y ait... Voilà. Donc, ce que je voulais vous présenter, alors je ne sais pas si j'ai été... Donc, en fait, vous pouvez faire varier, à partir de la somme de 30 conseillers, des chiffres que je vous ai donnés, vous pouvez rajouter 20%, diminuer de 20% ou de 25% pour ajouter du nombre de sièges. Ça doit aller de 24 à 36 ou 37, un truc comme ça. Après, quand vous avez le nombre de sièges et que vous avez la population janvier 2017 des communes, eh ben, vous pouvez appliquer les pourcentages. Vous allez retrouver le nombre de postes arrondis. On peut toujours les arrondir au-dessus ou en dessous. Ah oui, vous réagissez. Nous, par exemple, avec 8 sièges dans la formule que je vous propose, on est un peu au-delà de 80%, donc on est très bas encore en pourcentage. Alors que, par exemple, Saint-Just, avec 7 sièges, ils seront à plus de 100%. Donc, eux, ils ont un bon score. Donc, encore une fois, c'est plutôt un fonds de générosité naturelle qui me fait proposer ça. Dit autrement, je ne crois pas qu'une communauté puisse être gérée par une commune en position dominante. Je pense que le principe de la communauté, sauf à ce qu'il y ait des règles qui changent pour le mandat futur, est un principe de consensus et de travail collectif. Et que donc, c'est pas parce qu'on a le plus grand nombre, c'est pas comme ça que ça compte. D'ailleurs, si vous regardez au boulot, les plus petites communes ont un vice-président. Donc l'écart est encore plus grand. Sur le bureau, à la limite, si on était à de la proportionnelle, aurait pu demander à avoir le tiers de l'exécutif, ce qui n'est pas le cas. Donc on est plutôt sur une gestion par recherche de consensus, de solutions équilibrées, qui ne désavantage pas les plus petits du territoire, qui ne désavantage pas les plus grands du territoire. C'est vrai qu'il y a des fois, Orex se sent mal aimé, mais on est quand même aimé. Ils ne le disent pas fort, c'est tout. Voilà. Donc, ça vous va? Est-ce qu'il vous manque quelques explications là-dessus? Là, il faut voter pour quand ça? Prochain conseil, là. On va rediscuter en bureau de la communauté de communes. Moi, j'aimerais bien qu'en fait, il y ait une solution commune qui se dégage. Puisque nous, on a un droit de veto. Et donc, ça m'irait tout à fait qu'on n'ait pas à exercer notre droit de veto. Donc, que quelque part, il y ait une solution commune avec laquelle nous soyons d'accord. Voilà. Puisqu'on n'a jamais utilisé notre droit de veto depuis la création de la communauté de communes. Donc ça sera un mauvais signe de commencer aujourd'hui dans un mi-mandat, puis de laisser des rancœurs. Donc il faut qu'on arrive à un scénario. J'ai cru comprendre, parce que le débat a été un peu mené, introduit par le président ce mardi au conseil communautaire, je pense que Saint-Victor dit merci. D'ailleurs, Saint-Victor, ils ne sont pas contents parce qu'ils perdent un poste, et ils sont contents parce qu'ils se disent on nous laisse être deux. Voilà. Et donc ils disent merci. Ils ne se roulent pas par terre de joie, ils sautent en l'air, mais ils se disent on est quand même moins maltraités qu'on aurait pu l'être. Et ils sont conscients que de toute manière, quels que soient les calculs, ils ne peuvent pas aller à 3. Donc pour eux, finalement, ils sont fâchés du texte et ils sont contents qu'on ne leur fasse pas un mauvais sort. Voilà. Pour la Chauve, c'est plus difficile. Parce que c'est exactement l'exercice que moi, je n'aurais pas souhaité faire, qui consiste pour lui à passer de 3 à 2 et de devoir dire à la personne qui siégeait et qui faisait un bon travail,
qui est dans son opposition, qu'il faut qu'elle s'en aille. Donc je pense que pour Bruno Marcon-Lacio, c'est plus difficile. Mais il est conscient en même temps que pratiquement aucune des autres communes, ne souhaite aller vers des plus grands nombres. C'est pas très lisible aujourd'hui. Pourquoi on passerait de 30 à 36, 37, enfin, dans tout ce qu'on vit, on nous reproche à cette chose, on ne va pas encore rajouter des... d'autant plus qu'on peut toujours associer des élus communaux s'il y en a besoin. Donc voilà un peu l'état. Donc on va avoir nous encore un ou deux bureaux. Au prochain conseil, on l'inscrira de fait. Et il faudra qu'on vote sur le fait de retenir une formule. Hein. Il y aura deux votes, hein. On se comprend bien? C'est-à-dire que la première fois, il faudra choisir la formule. Et quand cette formule aura été actée par tous les conseils, la fois d'après, il faudra élire ou désélire les gens qui ont été élus. Voilà. Ça, c'est vraiment un exercice... Les règles sont disponibles sur Internet. Vous avez un site déjà qui existe. Vous trouvez ce qu'on dit là? Oui, pour le bien, vous avez déjà un mémo? Bah, on a le mémo de la communauté de communes, donc ce qu'on peut peut-être faire, c'est diffuser le... Alors, il faut qu'on demande au président, d'accord, au président Giraudet, mais ça serait bien qu'on puisse diffuser le mémo qu'il a fait aux collègues. C'est un peu tout ça. Vous avez expliqué tous les soirs. Oui, oui. Bah, si c'est possible. Et si c'est, mais je ne vois pas pourquoi il dirait non, et s'il dit non, on vous filera les coordonnées sur Internet où tout est expliqué. Il y a un site. Ah oui, il y a un site, tout est expliqué. Alors ça, voilà. Est-ce qu'il y a une question des élus? Oui, je vous en prie. Devant la poste, je voulais savoir à qui appartenait le parking. Parce qu'actuellement, il y a un problème. C'est vrai qu'en tant que juste à la poste, il faut aller se garer de l'autre côté parce que tous les camions de la poste sont stationnés sur... Alors, devant la poste, c'est du domaine public. Oui. Devant la pharmacie, il y a une partie des places qui a été financée par la pharmacie, mais c'est du domaine public. On fait régulièrement, on a régulièrement des rencontres avec les responsables de la poste. Et on leur demande régulièrement de ne pas se garer là. Alors, ne pas se garer là, éventuellement, quand c'est leur tournée, qu'ils viennent en journée, qu'ils doivent charger, qu'ils doivent partir, on comprend bien qu'ils se garent là, ça c'est pas un souci. Mais on leur demande de ne pas laisser leur véhicule scotché à cet endroit-là. Ni même d'ailleurs devant l'Oxo, par exemple, pour parler clair. Bon, on l'a écrit, on a fait des injonctions, on a vu les grands patrons, on a vu les employés pour discuter directement avec eux. Et les voitures jaunes, visiblement, doivent avoir une attractivité, un GPS, un automatisme. Elles reviennent toujours à cet endroit-là et elles emmerdent le monde pour être très clair. Et je trouve ça extrêmement désagréable. Mais vraiment extrêmement désagréable. D'autant plus que ça pose aucun problème dans un rayon de 100 mètres, de 150 mètres, de se garer ailleurs. Il pourrait se garer place des Hêtres, il pourrait aller se garer à la gare. Il y a plein d'endroits où en marchant... donc c'est pour ça qu'il dit, dans la journée, on peut comprendre quand ils viennent prendre, charger, décharger, et d'ailleurs ils ont une place réservée à cet effet, et puis même là qui bloque 2-3 places à des moments où ils sont au boulot, je le comprends. En dehors de la journée, les week-ends, etc., je ne le comprends pas. On a tout fait ce qui pouvait être fait, même de manière pas courtoise. Donc en gros, aujourd'hui, s'il y a une solution, elle serait de mettre en zone bleue les places devant la poste, de telle manière que s'il y a des véhicules qui restent le week-end de la poste, mais pas que, on fasse systématiquement des contraventions. Voilà, ça s'appelle cette fois de la coercition, c'est-à-dire que très clairement, je pense qu'ils apprécieraient. Voilà. Mais il nous reste que ça, ce qui n'est pas intelligent, franchement. C'est parce que c'est des gens, enfin, c'est une entreprise, donc elle peut comprendre. Voilà. Les gens doivent bien poser leur voiture ailleurs que devant la poste. Ça leur a été demandé, ça a été exigé. Oui. Ils ne le font pas. Ils posent le véhicule de la poste, ils peuvent très bien prendre leur... Ils ne le font pas.
Ils ne le font pas et ils bloquent des places, soit dans les commerces, soit... Enfin, oui, oui, mais c'est une vraie question que vous posez. Moi, je suis preneur de la solution. Alors, on va rajouter une chose pour être complet, parce qu'il faut toujours l'être. Les collègues des communes voisines sont tous en train de perdre leur distribution et les emplois qui vont avec. Donc, réjouissons-nous d'avoir des voitures jaunes. Parce que si on a des voitures jaunes, c'est parce qu'il y a encore des gens qui viennent ici, qui font le tri, qui bossent, qui partent et qui reviennent et qui bossent sur Aurec. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, c'est pas normal ce qu'ils font. Mais voilà. Donc, et je peux vous dire qu'on s'est fait le personnel, hein. On s'est fait les patrons, on s'est fait le personnel. On va le refaire. Hein. Loulou, il opine du bonnet. On en a parlé 50 fois, on les a vus. On a essayé d'être poli, d'être impoli, d'être en colère, d'être... Alors maintenant, si on veut verbaliser, parce que ces places ne sont pas... enfin, elles sont réglementaires. Hein. Donc ils ont le droit d'y rester la nuit, d'y rester le week-end. Ils sont dans leur droit pour le moment. Donc je vous redis, la seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est monter en gradation, on met zone bleue, et on leur passe le petit mot en leur disant, voilà, laissez vos véhicules ici si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les laisser maintenant. Vous aurez les papillons qui vont avec, des beaux petits papillons. Voilà. Le problème, c'est que ça veut dire aussi qu'on va coller la zone bleue pour les Aurécois, et qu'on risque de verbaliser, parce que vous savez, quand on verbalise, c'est pas intelligent de verbaliser. Enfin, et distinguer une voiture scotchée le week-end jaune et une voiture rouge à côté scotchée le week-end, je pense que la personne qui va verbaliser, elle verbalisera les deux. C'est pour ça qu'on n'y est pas trop passé pour le moment, parce que de l'autre côté, il y a des places dans ce coin, et il y a beaucoup d'Aurécois qui s'y garent, et il ne faudrait pas qu'on pénalise à l'inverse. Voilà. Donc, vous avez la question. Si vous avez la réponse, je suis preneur. Mais on y travaille, hein. On y a travaillé plusieurs fois avec eux. Non, parce que là, c'est devenu régulier, donc je pense qu'éventuellement, il vous a demandé de se garer là. Non, ils ont des lettres recommandées, des courriers, des rencontres, des engueulades qui leur disent tous de ne pas se garer là. Et on a été jusqu'à leur dire qu'on pouvait même leur réserver des places ailleurs, à des endroits où il y a des taux d'occupation plus faibles. Avant, ils se garaient bien en face. Oui. Quand on les engueule. Ça dure 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis ils reviennent là. Il faut se garer, traverser la rue. On va réécrire. C'est bien parce que quand une intervention de conseil, c'est significatif. Il faut qu'on leur redise, quoi, qu'ils vraiment ils pénalisent les gens. Est-ce qu'il y a une autre question ?